L'Afrique d'autrefois, l'Afrique sauvage, existe encore. Dans le delta de l'Okavango, une immense oasis sertie au cœur du désert du Kalahari. Dans ce sanctuaire miraculeusement épargné, on retrouve la nature comme à ses premiers jours. Le nom de ce miracle permanent, c'est l'eau. L'eau du fleuve Okavango, dont les crues saisonnières font chaque année reverdir le désert. Le delta regorge de vie animale, mais il n'est pas paisible. La lutte pour la vie y est partout présente. Proies et prédateurs ont seulement dû apprendre à s'adapter au terrain, à la traîtrise de ses marais, où ceux qui l'emportent ont des pieds plus légers, ou le talent de s'embusquer. Les lycaons, les chiens sauvages d'Afrique, sont de remarquables chasseurs. Mais sur un terrain sec, dans ces plaines inondées, les antilopes, qui se jouent des marécages, parviennent le plus souvent à leur échapper. Ici, l'eau est l'arbitre ultime, qui désigne vainqueurs et vaincus, ceux qui périront et ceux qui survivront. Le delta de l'Okavango est un dédale de canaux et de lagons qui serpente au cœur d'une épaisse végétation où fleurissent les nénuphars. Filtrée par toutes ces plantes et le sol sablonneux, l'eau y est aussi pure que le cristal. Seul le hasard, un accident géologique, explique qu'un tel univers se soit mis en place au cœur d'un des déserts les plus arides du globe. À l'origine, il y a le fleuve Okavango, l'un des plus importants cours d'eau du sud du continent africain. À son entrée au Botswana, l'Okavango commence par serpenter entre deux failles géologiques. Puis le fleuve, détourné de l'océan où ses semblables se jettent, va s'étaler dans une vaste plaine, formant un delta intérieur, l'un des plus importants au monde. Vu du ciel, ce delta ressemble à une main géante agrippée au sol de l'Afrique. L'Okavango prend sa source quelques 1500 km au nord, sur les hauteurs de l'Angola. Alimenté par les pluies tropicales,
Il s'étale en atteignant la plaine, en une vaste zone marécageuse. Là, son cours est ralenti par le terrain plat, la végétation épaisse. Le flux alors se stabilise, comme épongé par le marécage. Puis une nouvelle crue viendra tout submerger pour inonder les plaines alentours. Cette inondation qui se produit au plus fort de la saison sèche est pour les animaux altérés le miracle de l'Okavango. Avant de se ramifier en delta, l'Okavango court entre deux berges crayeuses, une gorge, d'une centaine de kilomètres communément appelée la queue de la poêle. Les guêpiers reviennent chaque année sur ces falaises pour y nicher lorsque les eaux sont encore basses. Les crocodiles aussi ont élu domicile sur ces berges pour s'y reproduire. Lorsque les œufs des crocodiles éclosent, les nouveau-nés profitent de la crue du fleuve pour être entraînés jusqu'au cœur du delta. En Afrique, qui dit eau, dit éléphant. Ils sont les seuls parmi les grands mammifères, avec les hippopotames, à non seulement s'aventurer, mais à se complaire dans ces marécages. S'il fallait désigner la princesse de ces lieux, ce serait sans doute cette furtive antilope, la Sitatunga, si bien adaptée à son environnement aquatique qu'elle ne le quitte presque jamais. Une aigrette grise. Elle appartient à la famille des hérons, dont elle est un des plus rares spécimens. Les oiseaux aquatiques de toutes espèces ont élu ces marécages pour y nicher et y nourrir leurs petits, car la nourriture abonde. Grenouilles, petits poissons, il suffit le plus souvent de daigner se pencher. Les marabouts sont des pêcheurs réputés qui apprécient à l'occasion des proies plus importantes, comme les bébés crocodiles. Les hippopotames sont bien sûr des familiers de ces marais. Ils consomment d'énormes rations de nourriture, jusqu'à 70 kg d'herbe et de feuillage, qu'ils broutent exclusivement la nuit. La journée est consacrée à barboter, à digérer et à se vautrer dans la boue. En se frayant leur chemin vers de nouveaux terrains de pâture, les hippopotames creusent des chenaux à travers la végétation flottante, devenant ainsi les architectes involontaires du delta. La zone marécageuse reste en permanence alimentée par les eaux de l'Okavango. Par contre, la plaine alentour n'est que saisonnièrement inondée, et à la saison sèche, l'eau commence à s'évaporer et les mares à s'assécher. Ces antilopes léchouis profitent des derniers beaux jours où les herbages sont encore abondants, et l'eau assez profonde pour assurer leur protection. Les lycaons savent que leur heure approche.
quand leurs proies ne pourront plus les narguer dans ces marécages où ils sont si peu à l'aise. La chasse doit s'arrêter lorsque les léchouis atteignent une eau profonde où les lycaons sont incapables de s'aventurer. Mais la meute est opiniâtre. Elle choisit d'occuper la berge et d'organiser une sorte de siège. Et voilà qu'un nouvel adversaire se glisse. L'antilope encerclée n'a plus le choix que de mourir des crocs des lycaons ou de la gueule du crocodile. Partout à travers la plaine se dressent les larges plumets des palmiers, toujours prêts à offrir leur ombre, leur protection et l'abondance de leurs fruits. Les babouins sont leurs hôtes fidèles. Mais ils ne sont pas les seuls à apprécier ces délices. Les éléphants ont un solide appétit, mais cette fois le festin était si abondant qu'il est resté quelques noix oubliées sur le sol. La nuit venue, le porc-épic ne se fait pas prier pour s'en gaver. Ses incisives acérées lui permettent de briser la très dure cosse pour se repaître du fruit. Le pangolin est un animal étrange. Son corps est recouvert d'écailles, imbriquées un peu comme des écailles de poisson. Lui n'a rien à faire de ces fruits. Il ne dispose pas de dents pour les briser. Sa nourriture, c'est exclusivement les colonies de termites et de fourmis. Mais là, il est redoutable. Il dispose de terribles griffes capables de perforer les plus solides termitières. Il ne lui reste plus alors qu'à laper par centaines ses victimes sans défense.
Les termitières sont les bienvenus dans la plaine de l'Okavango. La population animale y trouve des abris où se dissimuler, parfois des terriers pour les petits, ou encore des postes d'observation. Et il arrive que la nature vienne ajouter aux constructions des termites une touche artistique, semant dans le delta un chapelet d'îlots du plus heureux effet. À mesure que la saison sèche avance, le territoire inondé ne cesse de rétrécir et les grands troupeaux de ruminants doivent abandonner leur savane pour le cœur du delta. Dans cette région d'Afrique, la saison sèche est pour les lycaons le temps de l'abondance, des chasses fructueuses. C'est l'époque où ils se reproduisent. Les femelles sur le point de mettre bas nettoient d'anciens terriers où elles abriteront leur progéniture. On appelle les lycaons des chiens sauvages. En fait, ils forment une espèce à part dont le cousinage avec nos chiens domestiques est lointain. Victimes d'épidémies et d'une chasse intensive des hommes, ils sont en voie d'extinction, sauf dans le delta de l'Okavango où ils sont mieux protégés. Les naissances devraient avoir lieu bientôt. En attendant, la meute n'a rien d'autre à faire qu'à attendre, dans la compagnie importune des vautours. Quelques mois plus tôt, l'eau du delta s'étendait jusqu'ici. Aujourd'hui, le sol est sec, couvert d'une herbe brûlée. Un terrain de chasse idéal pour les coureurs d'élite comme les guépards. Il leur suffit de se poster et d'attendre, leurs proies seront là bientôt. Une fois la proie abattue, il faut s'empresser de la traîner derrière un fourré à l'abri des convoitises. Les girafes sont simplement curieuses. Leur objectif est ailleurs, trouver un des rares points d'eau qui subsistent dans la plaine asséchée.
Autour des terriers des lycaons, l'excitation aujourd'hui est grande. Âgés de 3 semaines, les chiots sont pour la première fois autorisés à sortir de leur tanière. Tenus jusque-là à l'écart des terriers, les autres membres de la troupe sont tout heureux de pouvoir enfin faire fête aux nouveaux venus. Plusieurs femelles de la meute ont mis bas à la même époque. Mais seule la femelle dominante aura le statut officiel de mère de tous les chiots, les allaitant indifféremment. « 21 jeunes chiots, ça fait beaucoup à surveiller. Et il arrive qu'une jeune mère tente de kidnapper un de ses petits pour l'entraîner à l'écart et l'avoir bien à elle. Mais la femelle dominante ne peut tolérer cette atteinte à son pouvoir, et elle aura vite fait de chasser les ravisseurs. Cette bruyante nuée assombrissant soudain le ciel, c'est un vol de Kéléa. Ils se précipitent ainsi par dizaines de milliers vers les derniers points d'eau pour étancher leur soif. La plaine autrefois immergée n'est plus en effet qu'un désert aride, ponctué de quelques mares, autour desquelles se rassemblent les bêtes assoiffées. Hier disséminés dans la plaine en petits groupes, les buffles se rassemblent en énormes troupeaux à la recherche de l'eau indispensable. Les lycaons n'ont pas les mêmes besoins. L'eau qui leur est nécessaire leur est procurée par la chair de leur proie. Et les chiots en très bonne santé peuvent passer leur temps à jouer. Ces jeux sont les répétitions des chasses futures.
Les adultes sont sur le sentier de la guerre. Ils ont repéré un petit troupeau de léchouis qui paissent non loin. Cette fois, le sol est sec, bien ferme sous les pattes, et les lycaons retrouvent toute leur efficacité. Individuellement, les chiens sauvages n'auraient aucune chance. C'est la chasse en meute, la stratégie collective qui les rend redoutables. La proie, isolée de sa troupe, cernée de tous côtés, est bientôt submergée sous le nombre. La victime est dépecée sur place. Chacun gorgeant son estomac de viande, qu'il régurgitera bientôt pour les chiots et leurs gardiens, restés au terrier. Le retour de la chasse, lorsqu'elle a été fructueuse, est toujours un moment de fête et de grande excitation. Les vautours aimeraient bien participer au festin. Mais les chiots apprennent très jeunes à défendre leur territoire. Ces 3 lions mâles font équipe. Ils règnent sans partage sur ce territoire et sur une troupe de femelles. Le temps de l'accouplement est venu. Et tandis que l'un des mâles s'approche d'une femelle consentante, les 2 autres veillent non loin, gardiens du territoire. Cette violente grimace sert au mâle à détecter l'odeur de sa compagne pour se voir confirmer qu'elle est en chaleur et prête à recevoir sa semence. Les copulations peuvent se répéter jusqu'à 80 fois dans une seule journée. Mais leur durée est brève, parfois pas plus de quelques secondes.
La saison sèche semble ne plus jamais vouloir finir. Et les anciens points d'eau ne sont plus que des mares boueuses où quelques poissons-chats s'agitent encore, faiblement. Pour les aigles pêcheurs, c'est le temps de l'abondance. Ce qui ne les empêche pas de se disputer les proies. Les plus gros crocodiles ont depuis longtemps abandonné ces mares. Et les jeunes qui s'y sont incrustés sont à leur tour chassés par des visiteurs importuns. Ils iront chercher refuge à couvert, hibernant jusqu'au retour de la crue. En se vautrant dans la boue, ce buffle va écraser sous son poids quelques poissons-chats qui survivaient encore. C'est une aubaine pour ce marabout qui n'a qu'à attendre le départ du buffle pour s'offrir un repas bienvenu. Les hippopotames sont résignés. L'eau a disparu. Ils s'ensevelissent dans la boue qui protège leur peau fragile et leur dispense un semblant d'humidité. Mais que faire quand on est poisson? Essayer de ramper vers une autre mare plus propice? C'est malheureusement une vaine entreprise. Chaque point d'eau n'offre plus qu'un sol desséché où les poissons-chats expirent. Mais voilà qu'au loin, le grondement du tonnerre semble annoncer la délivrance, le retour de la saison des pluies, si désirée. En fait, ce n'est qu'un orage de chaleur, qui, loin d'apporter la pluie, va embraser la plaine. Les éclairs ont enflammé quelques arbres, et le feu se développe dans cette végétation desséchée à une vitesse terrifiante. Les grands mammifères n'auront pas trop de mal à fuir. Mais pour les créatures plus lentes, comme les pangolins, l'espoir d'échapper au front des flammes est faible. Nombreux seront les rongeurs, les insectes qui périront dans l'incendie. Les lycaons savent d'expérience qu'il faut rester groupés, ne pas se paniquer.
La ligne de feu s'étendant sur plusieurs kilomètres poursuivra sa progression pendant des jours, jusqu'à atteindre le delta. Et même là, l'eau ne sera pas une protection suffisante. Le vent projettera des flamèches au-dessus des canaux, des lagons, enflammant le cœur du marais. L'incendie a fini par s'arrêter, mais après avoir causé des dégâts considérables, détruit des milliers d'hectares. Pourtant, les feux de brousse qui se reproduisent périodiquement et qu'on n'a pas les moyens de stopper n'ont pas que des effets négatifs. En faisant disparaître toute une végétation morte ou vieillie, ils permettent à une nouvelle flore d'apparaître et de prospérer. Le pangolin a survécu. Il a eu la chance de pouvoir s'enfouir dans un abri souterrain. Les grands mammifères, buffles, antilopes, lycaons, sont pour la plupart également sortis indemnes de l'incendie, mais pour se retrouver dans un environnement plus aride, plus désolé que jamais. Seulement le moment du miracle est arrivé. Comme sous l'effet d'une baguette magique, des filets d'eau commencent à serpenter sur le sol carbonisé. La crue va se répandre sur la plaine, ramenant avec elle la vie. Les eaux de l'Okavango sont arrivées au terme de leur long voyage annuel. Elles vont à nouveau irriguer la plaine du Kalahari, remplir les canaux asséchés et les lagons boueux. Avec la crue, reviennent les prédateurs. Les poissons par millions repeuplent le marais, si riche en appétissants insectes. Les oiseaux aquatiques aussi sont de retour. Gavés de nourriture, ils pourront bientôt se consacrer à leur progéniture. Les plus heureux de tous sont les hippopotames, qui ont enfin trouvé l'eau promise. Le retour de la crue est beaucoup moins apprécié de certains.
Ah, où sont les plaines d'antan? Les lycaons n'apprécient pas ces gués, où l'on se mouille les pattes et où traînent les patients crocodiles. Ils sont si sournois, si prompts à disparaître, on ne saurait être trop prudent. Les guépards non plus n'aiment pas l'élément humide. Partout, la nature célèbre son renouveau. Ainsi du vol nuptial des termites ailés au cours des premières nuits du printemps. Ailleurs, une vipère heurtante s'est dissimulée dans le creux d'un arbre pour donner le jour à ses petits. Les chiots des lycaons ont grandi. Le temps des jeux pour eux va prendre fin. Car la meute doit s'en aller, s'éloigner de ces marais où les proies sans doute abondent, mais sont de plus en plus inaccessibles. Il faut se résigner à migrer vers d'autres territoires de chasse. Les animaux de tête avancent rapidement, devinant les passages où l'on peut traverser. Mais il faut ensuite attendre les plus jeunes, les mettre en garde contre les dangers cachés.
La meute, soudain, croise une troupe de l'échoui. L'occasion est trop belle d'une dernière chasse. L'excitation de la chasse a fait oublier les petits laissés en arrière. Et le mâle dominant, abandonnant la proie, les appelle pour qu'ils le rejoignent d'urgence. Le moment est critique, avec ce crocodile qui rôde. Tout est rentré dans l'ordre, la meute est au complet. Mais le crocodile a repéré l'antilope abattue. Cette fois, le dernier mot est revenu au crocodile. Impuissants, les lycaons ont vu disparaître leur proie. Mais ils auront leur revanche. L'Okavango est généreux pour tous ses habitants.